Bonjour, donc je suis Benoît Félix, je suis infirmier en santé publique, je travaille au CRIPS Île-de-France et je suis un ancien volontaire de l'association AIDE. Bonjour Benoît. La première question qu'on aurait envie de vous poser, c'est celle-ci. Cela fait maintenant de nombreuses années que vous travaillez dans le secteur de la lutte contre le VIH/SIDA, mais plus globalement dans le secteur de la santé sexuelle, de la promotion de la santé. Vous êtes donc témoin d'une épidémie qui est passée de sida égale mort à une maladie devenue chronique. Donc les personnes se retrouvent avec une vie à organiser et les personnes vieillissent. Est-ce que vous pouvez nous donner votre regard sur cette évolution? Alors d'abord, il est bon de rappeler que moi je suis un ancien combattant du sida en tant que soignant, et même si la guerre n'est pas finie, la guerre continue. Donc je continue. Alors l'ennemi a changé, on va y revenir, et il faut rappeler que les personnes qui ont découvert leur séropositivité sont aussi des anciens combattants, qu'ils ont pour certains été ou certaines traumatisés par l'annonce de la séropositivité. C'est un peu comme si on leur avait annoncé un cancer, donc la vie a changé pour eux ou pour elles. Ces personnes se considèrent souvent comme survivantes par rapport au fait qu'ils ont beaucoup vu autour d'eux des gens mourir, donc en deuil. Et donc il y a tout un processus de résilience par rapport à une situation de traumatisme qui les a marqués pour leur vie. Et ça, c'est un élément dont qu'il faut prendre en compte. Et le fait que l'infection soit jugée aujourd'hui comme chronique, c'est pas général. Encore beaucoup de gens, on va y revenir, pensent que sont mal informés et pensent que cette maladie tue. Et par contre, elle rend les choses assez compliquées. Donc, ce que j'ai pu voir comme évolution, si vous voulez, c'est d'abord, c'est sûr, des gens qui ont vécu un traumatisme majeur, qui ont survécu, on est d'accord, à cette situation, qu'on a rassuré sur leur espérance de vie. Ils pensaient qu'ils allaient mourir, ils ont bien pris conscience aujourd'hui qu'ils ne vont pas mourir du VIH/SIDA. Par contre, rien n'a été réglé sur leur qualité de vie. Et ça change tout, justement, parce que c'est ce qui peut leur pourrir la vie encore au quotidien. Et on est passé d'une maladie qui était stigmatisante, ou qui est encore stigmatisante quelquefois, hein, c'est pas fini, avec des discriminations, à une infection, à une maladie qui est normalisée, qui est banalisée, qui n'est pas prise en compte, et qui peut aussi faire souffrir au quotidien si on ne prend pas en compte justement cette difficulté pour ces personnes à vivre avec le virus aujourd'hui, en particulier avec l'âge qui évolue. Donc moi j'ai constaté cette évolution. Ces personnes souvent, on leur fait comprendre qu'ils ont bien de la chance d'être encore vivants et qu'ils ne devraient pas se plaindre. Et pour beaucoup, avec l'âge, arrivent bien sûr les stigmates liés à l'âge, sachant qu'il y a un vieillissement prématuré qui est lié au virus lui-même quelquefois, aux infections souvent et aux traitements. Donc on a vraiment des gens qui vieillissent physiquement plus vite que les autres et qui ont vécu aussi vieilli plus vite que d'autres dans leur tête, puisqu'ils sont passés par cette annonce d'une probable mort à un moment en tout cas, et ils ont vécu des souffrances terribles comme certains l'ont vécu sur le front, oui, parce que je parle d'une guerre. Même si la guerre aujourd'hui, c'est plus la guerre au virus lui-même parce qu'on arrive à le contenir, il y a la guerre à toutes ses conséquences, à ce fameux virus, qui fait que l'ennemi a changé et que les gens, les uns et les autres, doivent aussi changer dans leur regard. Trop de gens continuent à voir le VIH/SIDA comme il y a 5 ou 10 ou 15 ou 20 ans, même les soignants pour beaucoup. Et les choses ont bien sûr changé, les traitements ont beaucoup évolué, mais le grand public n'est pas informé. Et il ne se rend pas compte aussi de la complexité que ça peut être aujourd'hui de vivre avec le virus, la souffrance mentale, psychique, en fonction en particulier bien sûr des profils. Alors chacun est différent, chacun va vivre son virus différemment et le vieillissement différemment. Et suivant qu'on est un homme, évidemment, homosexuel ou bisexuel, ou suivant qu'on est une femme migrante, la situation n'est pas la même. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de gens âgés qui ont perdu leurs proches, qui ont perdu leurs amis, leurs conjoints, qui n'ont pas d'enfants. Alors arriver avec le statut ou l'âge d'être grand-père et de ne pas avoir de petits-enfants, ça change beaucoup de choses. Parce que pour beaucoup de grands-parents, le fait d'avoir des petits-enfants, ça les retient un peu à la vie, ça leur donne un sens à leur vie quelquefois. Et ils font des efforts dans leur quotidien aussi pour paraître par rapport à l'image qu'ils vont donner à leur progéniture. Lorsqu'il s'agit d'hommes, par exemple, homosexuels qui ont perdu leurs proches souvent et qui sont célibataires et sans enfants, le vieillissement peut être d'autant plus pénible parce qu'il peut être souvent associé à de la solitude. Une solitude qui va être rarement exprimée parce qu'il y a beaucoup de pudeur
et qui n'est pas pris en compte par le système et par la société. Toujours cette idée, je suis différent, je suis quelquefois, j'ai le virus en soi, en moi, pour beaucoup, bien sûr, le virus est resté présent, donc je suis infecté malgré tout. Et bien sûr que s'ils arrêtent les traitements, le virus ne demande qu'à se réveiller. Donc c'est une cohabitation à vie avec le virus. Une différence donc qui peut entraîner de la stigmatisation si elle est partagée, puisque ça continue à faire peur. Et la grande majorité des gens continuent à avoir peur de ce virus et imaginent que la transmission est beaucoup plus facile qu'elle ne l'est. Donc cette cohabitation, avec le grand âge, on constate que c'est vraiment source de complexité, parce que les soignants, parce que les proches, les familles ne se rendent pas compte. Ils vont se dire, il est vivant, il va vivre comme tout le monde, et de quoi se plaint-il, il devrait être heureux. Non, c'est plus compliqué que ça. Beaucoup de problèmes sociaux qui n'ont pas été pris en compte, donc on a vu un isolement, une solitude souvent, et si on n'a pas un sens à sa vie, on a tendance à se négliger et à se laisser un peu aller. Et donc ça, c'est un des éléments qui n'est pas pris en compte aussi par les structures qui prennent en charge les personnes porteuses du virus. C'est toute cette dimension psychologique qui reste vécue comme un luxe. Or, ça n'est pas un luxe. Vous êtes infirmier depuis pas mal d'années. J'avais une question générale sur votre regard en tant que soignant, sur est-ce qu'on respecte nos seniors en France, qu'ils soient touchés par le VIH ou non? Globalement, non. La France est un pays qui n'aime pas les vieux. Les vieux, on les abandonne, on les laisse crever, si j'ose dire, dans les maisons de retraite, isolés, traités comme des enfants. On ne va pas beaucoup les voir. Le rôle, la personne âgée, contrairement à l'Afrique ou d'autres pays où la personne âgée a un rôle social, elle existe, elle est présente, elle peut partager son expérience jusqu'au bout, elle peut s'en sentir utile jusqu'à la mort. Ici, c'est caché, c'est scindé. Alors, comme on cache la mort, on en a peur. Tout le monde essaye de rester le plus longtemps jeune ou de paraître le plus longtemps jeune, mais c'est vrai que les personnes âgées sont méprisées. Alors, celles qui ont une grande famille autour d'elles, c'est différent, mais pour les personnes porteuses du virus, c'est souvent pas le cas. Donc il y a vraiment un problème dans cette société qui pratique le jeunisme et qui n'intègre pas les personnes âgées en leur permettant d'avoir un rôle social jusqu'au bout, alors qu'il pourrait être très utile pour rassurer tout un chacun sur l'avenir justement et le fait qu'on puisse être heureux et vieux et en bonne santé et très vieux et surtout apporter beaucoup aux autres. Donc dans ce pays, sur ce sujet-là, c'est la double peine. Le fait d'être personne âgée, vieillissante et séropositive, porteuse du virus, voire homosexuelle, c'est la triple peine, migrante, quadruple peine, tout ça, ça s'accumule et ça complique les choses, oui. C'est pas le bonheur, pour beaucoup. Vous avez utilisé une expression qui est très forte sur l'ennemi a changé. L'ennemi, si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'est les comorbidités, mais c'est aussi le regard et l'isolement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le côté surtout l'isolement et le regard que porte une société après presque 40 ans de découverte du virus? Après une stigmatisation autour du virus VIH, il y a un grand risque de banalisation. Mais banalisation au sens négatif du terme. On n'y attache plus l'importance, comme si c'était un virus comme les autres et les gens qui en étaient porteurs allaient vivre comme n'importe qui. Non, il y a des particularismes qui ne sont pas pris en compte, qui sont liés le plus souvent au profil des publics, qui ont, je vous dis, souffert, qui reviennent du front et qui auraient beaucoup de choses à partager de leur expérience, mais qui n'ont pas trop l'occasion de le faire, qui sont souvent désociabilisés et donc cette solitude, cet isolement, c'est ce qui peut entraîner pour certaines personnes de pas trop avoir envie de se battre, pas trop bien s'occuper de soi, ne pas manger suffisamment ou équilibré, parce que je sais que c'est important, surtout quand on prend des traitements. Donc à travers le rôle social qu'on joue aux autres, souvent ça mobilise et ça stimule la personne. Et on a des gens qui vont penser que les gens porteurs du virus, du fait que le traitement bloque le virus, n'ont pas à se plaindre, comme je l'ai dit, et puis surtout vont pouvoir être heureux comme tout le monde. Mais c'est plus compliqué que ça, et souvent ça relève du domaine du non-dit, puisqu'il s'agit de partager une absence, pour certains, d'intimité, une absence dans un monde, pour certains, qui est basé sur le physique aussi, sur l'apparence. Déjà, la personne âgée, elle a du mal à ce que l'estime de soi soit confortée, ses capacités à séduire,
ses capacités à être utile, à donner du plaisir aux autres. Or, pouvoir donner du plaisir aux autres, pouvoir séduire, être utile, c'est le moteur de tout un chacun. Et c'est aussi le moteur des personnes porteuses du virus. Mais la société leur donne pas trop cette occasion-là. Et ça peut contribuer à un abandon de soi, abandon des autres, ou même une prise de risque pour soi ou pour les autres. Parce que quand on a l'impression qu'on n'est pas utile et qu'on n'est pas aimé, on a tendance à pas trop aimer les autres et à pas forcément se respecter ou respecter les autres. Et ça peut être l'occasion de prise de risque. Mais surtout de souffrances psychiques qui ne sont pas prises en compte, de dépression, de mal-être, quoi. Vous avez répondu à une question sur le respect que la société a ou aurait ou n'a pas pour nos seniors. Moi, j'avais une question sur parler sexe à nos aînés. Comment on fait pour parler sexe à nos aînés? Comment on ne fait pas? Alors ça touche à un tabou qui est lié aussi à la culture judéo-chrétienne, où la sexualité c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de bien, qui débute à la naissance et qui va jusqu'à la mort, ça prend des formes variées, mais les personnes âgées, en général, culpabilisent, ou du moins on les regarde d'un air malsain, du genre un homme âgé qui a des désirs sexuels, c'est un pervers, tout de suite. Surtout s'il est homosexuel, il va être vécu peut-être comme assimilé à la perversion. Alors que la sexualité, dès lors qu'elle est consentie, c'est quelque chose qui peut donner du plaisir, on l'a vu. C'est une activité corporelle qui permet de stimuler, de créer des endorphines, on dort mieux, on mange mieux. Et donc les câlins, les caresses et l'activité sexuelle n'ont pas de limite en soi. À 96 ans, à 98 ans, séropositive ou pas, une personne peut avoir du plaisir, peut en donner, peut avoir des orgasmes, peut en procurer. Mais encore faut-il que les conditions soient réunies. Et très souvent, ces gens-là sont obligés de cacher leurs pulsions, leurs désirs. Il peut y avoir des effets secondaires des traitements, parce que plus on est âgé, souvent plus on a des traitements, et ces traitements peuvent avoir une incidence sur la libido qui n'est pas forcément prise en compte. Et on peut activer une libido grâce à des traitements ou la réduire si elle est trop forte et que la personne en souffre. En tout cas, c'est important que les personnes âgées en général, et séropositives en particulier, puissent plus facilement parler de leurs pulsions, de leurs désirs, de leurs fantasmes, qu'ils puissent trouver des lieux de rencontre, de convivialité, où ils vont pouvoir après faire des rencontres et avoir une vie amoureuse, des câlins, des caresses, des orgasmes partagés avec ou sans pénétration, des outils de prévention adaptés aux lacunes liées peut-être à l'âge ou à la maladie. Donc il y a des traitements qui peuvent aider par rapport à ça. Et puis il y a toute une sexualité qui pourrait se développer, non forcément pénétrative, mais tout aussi utile, dans le sens où elle apporte du plaisir et du bonheur aux différents partenaires. Donc c'est vrai que c'est un tabou, la sexualité en général, pour les personnes âgées, pour les personnes porteuses du virus bien sûr encore plus, et alors que ça reste quelque chose qui, comme manger ou dormir, fait partie des droits de l'homme, des droits de la femme, mais surtout une nécessité pour être équilibré et heureux. Il y avait une question par rapport à tout ce que vous venez de dire qui nous vient, ça serait celle du médico-social. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnels du secteur médico-social vous paraissent assez formés, assez informés déjà, et assez formés à toutes ces questions-là, que ce soit les questions de santé sexuelle des personnes vieillissantes, mais aussi de la santé sexuelle des personnes vieillissantes touchées par le VIH. Alors, dans le secteur médico-social, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de lacunes. C'est un peu générationnel. Entre les personnes qui ont un certain âge, qui ont vécu le sida, qui ont soigné des gens qui sont morts, qui les ont côtoyés, ces gens-là gardent souvent une image de la maladie, séropositivité, sida égale mort, extrêmement négative. Extrêmement négative. Entre les nouvelles générations qui arrivent, qui vont probablement banaliser, penser que le virus VIH c'est comme n'importe quel virus et puis qu'on vit avec et que ça change rien, là encore, ce risque de banalisation, il n'est pas non plus très, très favorable. Mais dans la prise en charge, au niveau de la vie amoureuse et sexuelle, en général, les soignants ne sont pas formés pour aider tout un chacun à bien dormir, mieux manger, ne pas souffrir, ça on prend ça en compte, mais avoir une vie amoureuse et sexuelle, alors que ça fait partie de la santé. Pour l'Organisation mondiale de la santé, quelqu'un qui n'a pas une vie amoureuse et sexuelle épanouie n'est pas en bonne santé. Et rares sont les soignants qui vont demander, alors vous, dans votre vie de couple, ça se passe bien? Souvent ça se passe mal pour tout un chacun, et ça pourrait se passer mieux à travers des conseils, à travers des outils, mais le sujet reste très très tabou. Déjà les professionnels de santé peut-être ont des propres problèmes avec leur sexualité, difficultés à communiquer sur ces sujets qui restent délicats. Le porno est partout, les sexualités des autres nous sont souvent étrangères, et c'est pas évident de se mettre à niveau et d'être à l'écoute sans avoir aucun jugement moral.
sur le fait que les gens aient envie comme ça, de petits plaisirs sexuels sans forcément liés à des sentiments, et que tout un chacun puisse partager le plaisir, si possible gratuitement, avec des personnes qui partagent les mêmes fantasmes. Les professionnels ne sont pas à la hauteur, mais la formation est insuffisante, le sujet est délicat, et ça les renvoie, vous l'avez compris, ça les renvoie à leur propre sexualité ou absence de sexualité, ou à nos propres normes morales, alors qu'elles n'ont pas trop la place, sur un terrain qui est sur la liberté individuelle, et de pouvoir s'émanciper, s'éclater avec qui on veut, quand on veut, comme on peut. Par rapport à la formation du personnel médico-social, il y avait la question du maintien à domicile des personnes vieillissantes touchées par le VIH avant l'entrée en institut, avant l'entrée en EHPAD par exemple. Et là ça revient sur la question de la formation, mais est-ce qu'en tant qu'infirmier vous avez un regard là-dessus? Parce que maintenir quelqu'un à domicile, c'est lui donner la possibilité de vivre dans son cadre de vie. Est-ce que ça, pour une personne séropositive vieillissante, c'est possible aujourd'hui, vous pensez? Déjà, l'EHPAD n'est pas, ou l'hôpital ne sont pas des échéances obligatoires. Quelqu'un peut être chez lui, chez elle, jusqu'à la fin de sa vie. Quelqu'un peut mourir chez soi sans être passé par un EHPAD et par un hôpital. Et il faudrait permettre et donner l'occasion aux gens qui le souhaitent de finir leur jour chez eux, sans passer par l'EHPAD ou par l'hôpital, puisque c'est souvent, pour certaines personnes, c'est là qu'elles sont le mieux. Donc quand les gens sont très bien chez eux, il faut tout organiser pour qu'ils puissent continuer à vivre et même mourir chez eux. Après, si les gens ne sont pas bien chez eux, évidemment que l'idéal, ça serait d'avoir des lieux type EHPAD et autres, mais beaucoup plus fun, beaucoup plus marrant, beaucoup plus sexy, beaucoup plus sympa, où on a tous envie d'aller, parce que ça serait des lieux aussi de plaisir, et où la sexualité a sa place. Ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. On infantilise les personnes âgées, on les traite comme des enfants, on les empêche de se toucher, de se caresser, on leur donne des lits de bébés, des lits d'enfants. Vous avez un grand lit chez vous? Vous avez le droit d'avoir un grand lit? Allez voir dans les EHPAD, c'est des petits lits. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le message derrière ça? Non, il y a des gros problèmes encore. Il faut que ces lieux soient des lieux de vie et jusqu'au bout, donc de vie sexuelle aussi jusqu'au bout pour tout un chacun. Hein. Parce que les gens y ont droit, et que c'est grâce à cette vie amoureuse et sexuelle épanouie, on a dit que les traitements sont plus efficaces, qu'on souffre moins, qu'on dort mieux, qu'on mange mieux. C'est un tout, quoi. Donc, à la fois permettre à ceux et celles qui souhaitent rester chez eux de le faire dans de bonnes conditions, pour qu'ils soient heureux jusqu'au bout à domicile, et aussi pour ceux qui préfèrent être sécurisés dans une structure médicalisée, que cette dimension, vie amoureuse et sexuelle, intimité, puisse être respectée, en tenant compte des spécificités de la vie amoureuse et sexuelle de chacun. Mais bon, il y a du travail encore. Une dernière question, une question assez générale, mais qui est prégnante dans ce que vous venez de nous dire. C'est comment aujourd'hui on arrive à travailler sur une déstigmatisation des personnes porteuses du VIH sans banaliser le VIH. Mais je crois que c'est toujours pareil, il faut leur donner la parole. Il faudrait qu'ils prennent eux-mêmes la parole beaucoup plus, qu'ils s'organisent, qu'ils militent, mais que ces personnes assez âgées avec le virus, qui ont tellement de choses à partager, ils ont vécu des choses tellement difficiles, ils reviennent de tellement loin quelque part, il faut qu'ils aient le plus possible l'occasion d'exprimer leurs ressentis, leurs besoins, leurs attentes, sans aucune pudeur, sans aucun filtre déjà, pour que les gens en face comprennent la difficulté qu'ils peuvent avoir à vivre avec le virus, qui est une cohabitation permanente, et la difficulté qu'ils peuvent avoir à vivre âgés, dans la solitude quelquefois. Donc je crois que ça passe par le témoignage. Parce que le témoignage, il y a du sentiment dedans, il y a de l'empathie, et on est à l'écoute des autres, on découvre des choses qu'on n'imaginait pas une seconde, et peut-être qu'après ça peut aider les soignants comme les structures à s'adapter à leurs besoins, à leurs attentes, qui doivent avant tout être revendiquées et s'exprimer. Merci beaucoup Benoît.